Erev Tov, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. On se retrouve avec beaucoup d'impatience de connaître la suite du destin des Juifs du Yémen, témoignage du Juif du Yémen avec Georges Spira pour Midreshet Yehuda Manitou. Et Bechavod, Georges, on t'écoute. Merci beaucoup, monsieur. Bon, alors, on commence par des bonnes nouvelles de Mazel Tov. Mazel Tov à Micheline Cohen, qui a marié un deuxième petit-fils en l'espace d'un mois. Alors, un grand Mazel Tov, parce que ça, c'est beaucoup de travail pour la grand-mère. Et puis, Mazel Tov aussi à notre ami Odile Gottlieb, qui a eu un petit-fils aussi, et Mazel Tov à Odile et à son fils, et à sa belle-fille, bien sûr. Et Raksorot Tovot, ce sont de bonnes nouvelles, donc on est content de les transmettre. Johan, je peux te demander de me mettre en plein écran? Demande à Johan quel est le code secret. Oui, je te le mets, une seconde. Tu peux me donner le code secret aussi? C'est 1, 2, 3. Le code secret est le même, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Bon, alors voilà, ça c'est pour les Mazel Tov. Maintenant, on a beaucoup de travail, donc un rapide résumé de ce qu'on a vu il y a 15 jours. Je vous ai raconté plein de choses. Je vous ai raconté déjà le recensement à Sanaa, donc la capitale du Yémen, qui comptait environ 15 000 juifs, même un petit peu plus en 1904, et une grande catastrophe en 1905 que je vous ai raconté. Et nous nous retrouvons en 1910 avec environ 3 000 juifs à Sanaa. Je vous ai décrit la maison où habitait Yom Tov Semach, avec les niches, etc. Je vous rappelle simplement ce qu'on a fait. Je vous ai parlé de proverbes yéménites. Je vous ai parlé d'une description physique des Juifs yéménites, et notamment ce qui a frappé le délégué de l'agence, c'est qu'il y avait très peu de vieillards. Parce qu'en fait, en 1905, toutes les personnes âgées et les jeunes enfants sont décédés, et donc effectivement, le paysage est absent de personnes âgées. Je vous ai raconté l'histoire de 1905, ce qui s'est passé avec l'attaque par l'imam yéménite contre les Turcs et la famine qui s'en est suivie, etc. Et puis, en 1910, il reste 2 synagogues ouvertes à Sanaa, sur les 26 d'origine. On a aussi parlé de la renaissance de la communauté de Sanaa, une communauté qui renaît de ses cendres, mais qui n'est pas organisée. Qu'est-ce que ça veut dire pas organisée? Ça veut dire chacun pour soi. Il n'y a pas de Talmud Torah. Chaque père se débrouille pour trouver un rabbin pour enseigner à son fils. Il n'y a pas de caisse de tzedaka. D'ailleurs, dans la conception yéménite, il est honteux de demander l'aumône, la tzedaka. Et il n'y a pas non plus de caisse de soins pour les malades qui sont pauvres. Hachem guérira les malades et on est entre les mains de Dieu. Voilà. Et toute l'animation de la communauté est assurée par des moris, des maîtres, qui sont en fait des gens, des travailleurs, des artisans qui ont un peu plus de connaissances que les autres et qui sont reconnus comme moris. La seule fonction officielle est la fonction de Dayan. Et d'ailleurs, on recherche avec beaucoup d'agressivité à avoir le titre de Dayan parce que c'est un titre très honorifique. C'est également aussi un revenu correct, pas énorme, mais convenable. Donc, il y a eu beaucoup de bagarres au 19e siècle pour avoir ce titre de Dayan. À l'époque du rapport dont je vous parle, 1910, on n'en est plus là. On ne se bat plus comme ça pour ce poste. Les choses ont un petit peu changé. Il y a aussi une rumeur que je vous ai racontée qui s'est répandue au Yémen, c'est que le délégué de l'Alliance était en fait un délégué du Bet Din de Jérusalem. Or, le Bet Din de Yerushalayim est la seule autorité qui coiffe le Dayan, donc personnage très important. Et notre ami Yom Tov Semar se retrouve affublé du titre de Rabbeinu. C'est pas rien. Rabbeinu Yom Tov Semar. Et à ce titre, on vient lui poser des sheilot, et je vous ai raconté l'histoire assez drôle de ce Cohen qui a répudié sa femme et tout ce qui s'ensuit. En 1910, cette recherche du titre de Dayan est calmée, et il y a un nouveau grand rabbin qui est nommé par l'imam qui s'appelle Moré Yahye Yitzhak Halevi.
et je vous ai raconté la terrible journée de travail de cet homme qui commence à des heures pas possibles et qui se termine à des heures pas possibles. C'est vraiment une journée extrêmement chargée. Elle pourrait servir d'exemple à nos rabbins consistoriaux de l'Est de la France. Mais j'arrête là les comparaisons. En tout cas, une terrible journée de travail. Et puis, pour terminer, je vous ai raconté, décrit un petit peu ce qu'était Sanaa comme ville, avec 3 quartiers essentiels. Sanaa, la ville ancienne que vous connaissez par beaucoup d'images qu'on a vues, de ces grandes maisons avec de nombreux étages qui sont très, très belles, en ocre. Le quartier de Bir Azab, qui est un quartier bourgeois, mais dont les limites sont occupées par des juifs, parce qu'il n'y avait plus de place dans le quartier juif. Et le quartier de Kaat Yahoud, comme vient de me dire Daniel, c'est un État construit, je l'ignorais, qui est le quartier juif proprement dit, à l'extérieur des murailles de Sanaa, et qui a été protégé par un mur qui a été construit. Je vous ai raconté l'histoire de la construction de ce mur qui s'est écroulé à plusieurs reprises parce qu'il traversait un cimetière, le cimetière juif, et que donc ensuite on a changé le tracé et il est resté debout. Voilà, nous en sommes là, et ce soir, on va parler de la synagogue et de l'école. Donc, 2 choses essentielles, et qui sont les raisons pour lesquelles, d'ailleurs, ce monsieur est venu se promener au Yémen. Alors, on appelle ces lieux, que ce soit la synagogue ou les écoles, des knis. Alors, je n'ai pas besoin de vous faire beaucoup de linguistique pour vous expliquer qu'est-ce que c'est knis. Knis, c'est Knesset, c'est le même mot, évidemment. Ça signifie l'assemblée, la réunion. Il y a le Knis qui est la synagogue, et puis il y a les Knis qui sont des écoles. Voilà. Alors, au Knis, synagogue, on l'appelait comme ça, on étudie plus qu'on ne prie, et on étudie beaucoup. Ça, c'est pour la synagogue, j'y reviendrai tout à l'heure. Et puis, il y a le Knis des instituteurs. Et notre voyageur se rend dans un knis comme ça, et c'est un désenchantement, c'est peu de dire c'est un désenchantement, c'est une catastrophe. Le système d'enseignement est abétissant, l'hygiène est déplorable, les enfants sont surmenés, et évidemment, ces conditions anéantissent complètement les possibilités de développer l'intelligence de ces enfants. On va développer ça un tout petit peu tout de suite. Voilà. Et nous dit Sema, c'est un bonheur que l'Alliance israélite arrive pour fonder une école qui dirige ses enfants dans les voies de la raison et de la santé. Sauf que, comme je vous l'ai dit tout au début de cette série sur le Yémen, il n'y a jamais eu d'école de l'Alliance israélite, pour un tas de raisons politiques, financières et autres. Ça, ce n'est pas l'objet. Il n'y a pas eu, point. Voilà. Alors, voyons voir qu'est-ce que c'est qu'une classe, avec le maître et les élèves. On arrive dans une petite cour, une toute petite porte, et à l'intérieur, c'est l'horreur. C'est une pièce avec un air vicié, une chaleur terrible, avec des odeurs de transpiration, une pièce sombre, une vraie cave. Les dimensions de cette classe, 3 mètres de long, 2,50 m de large, 2 mètres de haut. Ce n'est pas grand. 3,50 m, 2,50 m et 2 mètres de haut. Et là, à l'intérieur, il y a 48 enfants, 48, âgés de 3 à 11 ans, qui sont entassés, qui sont assis par terre, sur des nattes. Et alors, le maître vient dans la cour pour parler avec Semar, le rabbin est là aussi, et le rabbin lui dit, vous savez, ce maître est quelqu'un de très, très recherché. C'est un excellent instituteur, et de fait, il y a pas mal d'enfants de notables qui fréquentent cette école, ce CNIS. Mais voilà les conditions d'enseignement pour ces enfants. Alors, leur journée d'école, ça se passe comme ça. Ils arrivent dès l'aube, ce sont des petits gosses, n'oubliez pas, de 3 à 11 ans. Ils arrivent dès l'aube pour faire la tfila. Et puis ensuite, ils rentrent à la maison pour déjeuner. Et puis, ils reviennent très vite pour travailler jusqu'à midi. Et à midi, ils rentrent à la maison pour manger, et puis ils reviennent pour étudier jusqu'à la tombée de la nuit. Pendant tout ce temps d'études, ils sont pratiquement immobiles, il n'y a pas de place, ils ne bougent pas.
Les plus petits sont totalement accablés de fatigue et s'effondrent sur les jambes des petits copains qui sont à côté et dorment très souvent parce qu'ils sont complètement épuisés. Ces 48 élèves sont divisés en 10 classes selon le niveau. Et selon le niveau, donc, on lit l'alphabet, le début de l'alphabet, alphabet, ou la fin de l'alphabet. Une fois que ça c'est connu, on va lire des groupes de syllabes avec une ponctuation, puis des mots, puis la paracha, puis le targum. Le targum, c'est la traduction de la paracha de l'hébreu en araméen, mais l'araméen est souvent écrit au Yémen en caractère arabe. Dans cette salle de classe, il y a un brouhaha épouvantable, une cacophonie, des chamailleries, chacun crie plus fort pour faire entendre sa voix, et pourtant il faut être très concentré pour arriver à travailler là-dedans, pour pouvoir faire quelque chose. Le maître va d'un groupe d'enfants à l'autre pour surveiller un peu ce qu'ils font. Et le soir, tout le monde rentre à la maison, les enfants comme le maître, totalement épuisés. Donc vraiment des conditions d'éducation tout à fait dramatiques et tout à fait difficiles. Alors, il raconte, c'est Marc, qu'il examine quelques enfants et commence par un gosse de 3 ans qu'on vient de réveiller. Il s'est endormi, c'est normal. Qu'est-ce qu'il peut apprendre à cet âge-là? Et le maître lui explique la pédagogie appliquée dans ces écoles. Et voilà comment ça se passe. Une pédagogie curieuse et complètement absurde. Mais c'est comme ça que ça fonctionnait. Au début, ils apprennent un petit chant, une cantilène très monotone pour apprendre l'alphabet. Alors, je vais vous rappeler ce que c'est ça. Vous connaissez certainement l'histoire de Toto, qui est à l'école. Le maître d'école lui dit « Toto, viens au tableau, tu vas me réciter la table de 3. » Et Toto dit au maître « Vous croyez vraiment que je dois réciter la table de 3? Vous la connaissez, moi je la connais aussi. Pas besoin de la réciter. Toto, viens au tableau. » Alors Toto, il va au tableau et il dit au professeur vous voulez vraiment que je vous le récite? Toto, récite-moi la table de 3. Alors écoutez, je vais vous dire. Je connais la musique, mais je ne connais pas les paroles. On a tous appris les tables de multiplication comme ça. C'est le système. On apprend une chansonnette qui nous donne l'intégralité de l'alphabet à l'époque. Donc, c'est la première étape. La deuxième étape, les enfants vont lire les lettres qu'ils viennent d'apprendre à chanter en montrant du doigt le dessin de la lettre sur une feuille de papier. Ils montrent le dessin de la lettre. Ensuite, on apprend à lire des lettres accouplées avec des voyelles en même temps qu'un verset de la Parshat HaShavua par cœur. Chaque jour, un verset. Et au bout de 4 ans, Bible en main, je ne sais pas pourquoi l'image elle saute là. Excusez-moi, une seconde. Ah, je sais pourquoi. Voilà, ça va aller mieux comme ça. On te voit bien, Georges. Oui, j'avais l'impression que ça sautait un peu. Donc voilà, au bout de 4 ans, Bible en main, les enfants connaissent plus ou moins la forme des lettres et des parties de texte par cœur. Et l'enfant lit sans peine la sidra de la semaine. Et comment ça fonctionne? À partir de la première syllabe d'un mot, il devine le mot, et à partir du premier mot d'une phrase, d'un verset, il connaît le verset par cœur. Donc, ce n'est pas vraiment de la lecture, c'est plus du par cœur que de la lecture, c'est entre les deux. Et c'est de cette façon-là qu'ils apprennent à lire, et finalement, ils finissent par réciter des parchotes entières par cœur. Les Juifs du Yémen ont une formidable mémoire et des sons et des formes, et c'est là-dessus qu'est basée leur capacité de lire. Dans les écoles et dans les synagogues, il y a très très peu de livres. Un livre sert à 10 personnes. Alors on pose le livre sur un petit tabouret bas et on se met autour du livre. Et tout le monde sait lire de face, de droite, de gauche ou à l'envers. On se met tout autour et tout le monde arrive à lire en se disposant autour de ce livre posé sur un tabouret. Et puis l'enfant comme ça, il avait 3 ans, il a l'âge de 7 ans.
il lit avec aisance, il lit sans problème, mais seulement les passages de la Torah qu'il a appris par cœur. Donc, en fait, il dit plus par cœur qu'il ne lit véritablement. Et les autres passages qu'il n'a pas appris par cœur, il peut tout juste épeler les lettres et encore. Donc, c'est un apprentissage vraiment très, très, très bâtard. En même temps, l'enfant apprend 3 langues en même temps. D'une part, il apprend l'hébreu pour lire la Torah et pour lire les tfilotes. Il apprend le Targum, c'est-à-dire l'araméen, pour traduire la Torah en araméen. Ce Targum, il est écrit en judéo-arabe et d'ailleurs, c'est Saadia Gaon qui l'avait traduit en judéo-arabe. Et il étudie également le tafsir. Le tafsir, c'est la traduction de la Bible en arabe littéraire. Voilà, le tafsir, c'est aussi une langue, c'est de l'arabe. Donc, la traduction en arabe littéraire. Et puis, cette traduction en arabe littéraire est écrite en caractère hébraïque. Alors, vous voyez un petit peu le méli-mélo que ça peut faire dans des petites têtes qui ont 6, 7, 8 ans. En plus, l'enfant ne comprend pas ces langues. Il apprend, il annonce. Finalement, les Juifs alsaciens que nous sommes savons très bien ce que ça veut dire. Moi, j'ai longtemps annonné des tfilotes sans comprendre ce que je disais, mais je savais les lire. Et je savais souvent par cœur, mais je ne savais pas ce que je disais. Voilà. C'est une langue qu'on ne comprend pas, mais qu'on parle. Voilà. Alors, en dépit de tout ça, ben, les adultes yéménites parlent très très bien, très correctement l'hébreu, qu'ils ont probablement appris à force de tfilot et à force de lire des textes, et nous allons voir tout à l'heure ce qu'ils lisent. Alors, Shem Tov se promène dans ce CNIS pendant 1 heure, le CNIS de ce fameux instituteur qui s'appelle Joseph Tabani, et puis il visite rapidement d'autres CNIS, d'autres écoles. Partout, c'est la même pédagogie, partout, c'est la même installation. Il y a même un professeur qui, alors là, les mesures sont très précises. Sa salle de classe fait 3,35 m de long, 2,32 m de large et 2,10 m de haut. Et là-dedans, il y a 63 élèves. Vous imaginez ce que c'est que d'enseigner là-dedans avec 63 élèves. Dans une autre école, un autre CNIS, il y a tellement d'élèves qu'on a enlevé les portes des placards et on a casé dans les niches des placards 8 élèves. Ça gagne un petit peu de place. Dans un autre CNIS encore, le maître est tisserand. Parce qu'à côté, il faut qu'il travaille encore quelque chose d'autre en plus. Alors, il travaille dans le bruit de son rouet et surveille en même temps la lecture des enfants. Une autre école, le maître coud des paillettes de cuivre sur des robes. Alors, il y a 2 enfants à côté de lui. Un lui tient la boîte avec les petites paillettes de cuivre. L'autre lui enfile régulièrement l'aiguille pour qu'elle soit prête à continuer le travail. Et les 3 ensemble récitent la paracha de la semaine. C'est la méthode d'enseignement, on ne sait pas faire autrement, on ne peut pas faire autrement. La dernière visite scolaire que fait notre délégué est pour le METEP. Alors, le METEP, voilà le terme. Le METEP, les élèves du METEP sont des METEPTI. METEP. Qu'est-ce que c'est que le METEP? Le METEP, c'est une école moderne, une école nettement plus avancée dans, on ne va pas dire la pédagogie, vous allez voir ça tout de suite, mais en tout cas dans les matières enseignées. Et je vous rappelle que des Juifs avaient voulu aller dans le METEP qui était dans le quartier bourgeois de Sanaa et qu'ils ont payé pour ça, mais que les gosses ont jeté les petits Juifs dehors à coups de pierre. Donc, ils n'ont pas pu fréquenter cette école. Et voilà que l'administration turque organise une école, un METEP, spécifiquement pour les enfants juifs. Alors ça, c'est le côté positif des Turcs. Ils essayent de tirer un petit peu les enfants vers le haut. On engage un rabbin qui est professeur d'hébreu et professeur d'arabe, un moniteur et un professeur de turc 3 fois par semaine. Ces gens sont logés sur place et payés par les autorités turques. La scolarité est gratuite. Formidable progrès, là. Alors, les Turcs payent tout, tous les frais, les salaires, tout. Et pourtant, les Juifs sont réticents à venir parce qu'ils ont peur
que si leurs enfants sont scolarisés dans cette école, on va ensuite essayer de les entraîner à rentrer dans l'armée turque, et ça, ils en veulent à aucun prix. Finalement, avec beaucoup d'efforts, une cinquantaine d'élèves seront reçus dans cette école et apprendront à. Qu'est-ce qu'ils apprennent? Alors déjà, il y a quelque chose de bien. La cour est très propre, et il y a une salle de classe par groupe d'enfants. Ça, c'est bien. Donc, il y a moins de bruit, sauf pour les cours d'hébreu qui sont pris en commun. Et pour ce cours d'hébreu, les 50 enfants sont assis par terre, sur des nattes, autour de tabourets bas, toujours le même système. Le maître est assis, il a un adjoint qui se tient debout à côté de lui avec un fouet à la main. C'est une pédagogie très efficace. Et ils apprennent exactement de la même manière que dans les autres écoles. Ce n'est pas mieux. Sauf qu'ils apprennent en plus l'arabe et le turc. Quand Semar rentre dans ce métep, tout le monde se lève et visiblement les enfants sont heureux, ils sont fiers, leurs yeux sont brillants, ils sont tout à fait conscients d'être les premiers élèves d'une nouvelle ère d'éducation. Ils sont les premiers petits méteptis, les élèves d'une école moderne, les premiers petits méteptis juifs. Ils sont gentils, ils sont propres, ils ont évidemment leur péote, ils sont tous habillés de la même façon, d'une chemise robe courte à carreaux et d'un pantalon court. Et puis, le maître n'est pas très content. Alors, pourquoi il n'est pas content? Parce qu'il travaille beaucoup, mais néglige l'étude de notre sainte loi pour ne penser qu'aux leçons d'arabe et de turc. Donc, les enfants et leurs parents comprennent très bien que sortir de leur statut social, s'élever un petit peu dans la hiérarchie, ça passe par l'éducation. Et donc, ils mettent l'accent, les parents en tout cas, sur l'apprentissage de l'arabe et du turc. Et cet enseignement n'est pas meilleur que l'enseignement hébraïque, c'est tout aussi primaire comme enseignement, mais ils font beaucoup d'efforts pour apprendre ces deux langues. On annonce des centaines de mots, il reste toujours quelque chose, hein, ce sont des petites têtes de jeunes, elles sont prêtes à recevoir comme des éponges, mais où est l'intelligence là-dedans? Ces petits, demain, quand nous ouvrirons notre école, seront tout contents d'apprendre des maths, de la géographie et des sciences, sauf que ça ne se fera jamais, je vous l'ai dit. Cela dit, le METEP est un grand progrès parce qu'il peut aider les Juifs à sortir un peu de leur statut, mais en définitive, ça ne changera pas le statut communautaire des Juifs, car leur niveau intellectuel, leur connaissance de matière profane ne change pas. Ils connaissent l'arabe et le turc en plus, à peu près, mais pour le reste, ils n'ont aucune compétence, pas de sciences, pas de mathématiques. Et il faut clairement une école qui enseigne les matières profanes pour pouvoir tirer ses enfants vers le haut. Et on note la chose suivante, le yéménite aime l'étude, passe une grande partie de son temps à s'instruire, mais s'instruire en Kodesh uniquement, dépense une somme de travail pour apprendre, pour se former et pour lire. Mais les résultats sont maigres, évidemment, c'est complètement focalisé sur le judaïsme et le juif yéménite a besoin d'un guide, un juif éclairé. Alors, évidemment, les discussions sont ouvertes. Hein. Qu'est-ce que c'est un juif éclairé? Qui lui apprenne des méthodes modernes. Et il faut nos méthodes, les méthodes de l'Alliance israélite, pour élever les Juifs à un meilleur statut social. Ils doivent apprendre le turc, qui sont les occupants, ils doivent apprendre le français. Pourquoi le français? Parce qu'il va y avoir bientôt une ligne de chemin de fer entre Hodeïda et Sanaa. Alors, Hodeïda, Sanaa, c'est là. Hodeïda, c'est le port. Si vous voyez quelque chose. Hodeïda, c'est le port, et Sanaa est ici. Et là, il va y avoir une ligne de chemin de fer. Ici. Et cette ligne de chemin de fer, elle est très importante parce qu'elle va permettre des échanges commerciaux directs avec l'Europe via l'Égypte. Donc, dit Semar, il faut leur apprendre le français parce que ces enfants, un jour,
seront les employés de la société de chemin de fer Hodeida Sanaa, qui sera française. Donc, il y aura une préférence pour des enfants qui parlent français, donc il faut les former au français. Et en 3-4 ans, ces enfants sont parfaitement capables de parler un français recevable et nécessaire et utile pour faire ce travail. Voilà. Alors, il fait beaucoup de psychologie, il explique qu'il faut y aller quand même doucement avec la formation des gens pour qu'une partie de la communauté ne reste pas en rade, que tout le monde progresse en même temps, et aussi qu'il faut commencer une éducation pour les jeunes filles. Mais pour les jeunes filles, alors on a exactement le même tableau qu'en Iran, à Téhéran, rappelez-vous, il nous explique que dans tout le Yémen, alors écoutez ça, c'est très curieux, dans tout le Yémen, il n'y a pas une seule femme juive sachant lire, écrire ou prier. Et pourtant, c'est ça ce qui est très curieux, au XIVe siècle, des femmes transcrivaient des manuscrits, et on le sait parce que dans un de ces manuscrits, il y a une mention particulière où on peut dire la chose suivante. Ne m'en veuillez pas trop si vous trouvez des fautes, je ne suis qu'une femme, Myriam, fille de Benoïa le Sopher, XIVe siècle. Donc nous avons, qu'est-ce qui s'est passé? Ça, ce sont les exactions, les contraintes qu'on a imposées aux Juifs. Au XIVe siècle, nous avons des femmes yéménites qui savaient écrire, puisqu'elles retranscrivaient des manuscrits, ça n'est pas simple. Et au XIXe, début du XXe, elles ne savent plus ni lire ni écrire. Donc, il y a eu une dégradation de la situation de cette communauté juive. Alors, il précise tout de suite, c'est marqué que cette école de filles devrait être organisée différemment de celle des garçons. C'est essentiellement une école de travail, c'est vraiment le même tableau qu'en Iran. Les filles apprendront à lire et à écrire l'arabe et l'hébreu, un peu de calcul, de l'hygiène, des leçons de choses. Et si un homme est opprimé au Yémen, une femme l'est 2 fois plus parce qu'elle n'a aucun statut social, aucun. Et elle est presque pas perçue comme une personne morale, que ce soit dans les milieux arabes ou les milieux juifs, les milieux musulmans ou juifs, c'est pareil. Elles n'ont aucun statut social. Donc, si elles ont une vraie profession qui est correctement payée, elles vont s'élever. Mais il faut y aller doucement pour ne pas déstabiliser l'organisation de la société. Il ne dit pas ça par misogynie, mais pour assurer, maintenir l'équilibre de cette société juive, pour qu'elle ne soit pas brusquement perturbée par une accession trop rapide des femmes à des statuts élevés. Voilà. Donc, il faut faire progresser les femmes et les hommes par degrés, doucement, pour arriver à quelque chose. L'essentiel de leur journée, ce seront des travaux manuels, la couture, de la dentelle, du tricot et de la broderie. Il faut leur enseigner un métier. Mais pourtant, les femmes yéménites travaillent. Elles travaillent toutes. Elles travaillent des journées de 10 heures, mais pour toucher 15 ou 20 centimes de salaire, c'est-à-dire vraiment rien, rien, parce qu'elles ne peuvent pas faire état d'une vraie qualification professionnelle. Donc, le jour où elles auront une qualification, eh bien, elles auront un salaire plus conséquent, et donc tout le monde va s'élever comme ça, tout doucement, et sortir de la misère. Voilà en ce qui concerne l'éducation. Maintenant, on arrive à la synagogue. Le Knis, synagogue. Alors, c'est le centre de la communauté. Les Juifs y passent plus de temps qu'à la maison. Maintenant, ce que je vais vous raconter était vrai jusqu'à la fin du 19e siècle. À l'époque de notre rapport, là, c'est beaucoup, beaucoup moins vrai, je vous l'expliquerai tout à l'heure, mais jusqu'à la fin du 19e, donc tout début des années 1900, voilà comment se passait la synagogue. Il y avait 27 synagogues à Sanaa. Qu'est-ce que c'est une synagogue? C'est une pièce crépie à la chaux, sans fenêtre. Il y a quelques tapis par terre, des petits matelas le long des murs. Ça, c'est la structure habituelle d'ailleurs des synagogues séfarades. Chaque synagogue a ses propres fidèles, son propre rabbin, ses propres usages, mais toutes sont un véritable centre d'instruction. On étudie beaucoup à la synagogue.
Et pendant les siècles de persécution au Yémen, c'est dans l'étude, dans la tfila, dans ce regroupement au sein de la synagogue et dans l'espoir de Mashiach, de Messie, c'est d'ailleurs pour ça qu'ils sont venus si massivement, puisque le Mashiach les transportera sur des aigles, sur les ailes de l'aigle, c'est écrit dans l'Enviim, et donc ils verront là la réalisation d'un espoir messianique. C'est tous ces espoirs et cette étude qui leur a maintenu le moral à niveau, en se considérant comme au-delà de tout ce qui leur arrivait, et c'est ce qui leur donnait une véritable consolation. Donc, on oublie la souffrance quand on apprend, quand on étudie, et du coup, apprendre, étudier au Yémen est devenu un véritable besoin au même titre que de manger un morceau de pain. C'est un besoin vital. Les Yéménites apprennent beaucoup et ils discutent beaucoup. Et ça aussi, c'est une habitude. Et il arrive, on raconte qu'ils sont au Beth Knesset, alors il y a une pause, on boit un verre de kisher, je vous rappelle le kisher, cette décoction de coque de café, et puis tout à coup on s'arrête de discuter, on va chercher quelques livres dans une armoire ou dans un rayonnage, et on commence à discuter à propos d'une controverse talmudique. Dans chaque famille yéménite, il y a de beaux livres, soit des manuscrits, soit des imprimés. Les livres sont le luxe de la famille yéménite. Et c'est tellement un luxe que des jeunes gens, souvent, économisent d'abord de l'argent pour se constituer une bibliothèque avant que d'avoir de l'argent pour s'acheter, s'approprier une épouse. Et c'est très important. Alors, pour ceux qui étaient déjà là, quand on parlait de l'Espagne, quand les Juifs d'Espagne ont été fichus à la porte, les Juifs riches, les grandes familles, étaient propriétaires de 20, 25 livres. C'était une bibliothèque somptueuse d'avoir une vingtaine de bouquins. Et bien là, au Yémen, c'est pareil. C'est leur bien le plus précieux, leur livre de Kodesh, et ils vont se saigner aux 80 pour avoir des livres à la maison. C'est une protection, c'est une source d'enseignement et c'est une source d'études. Alors, le rythme de la synagogue jusqu'à la fin du 19e, je vous le rappelle. On arrive dès 2 heures du matin, 2 heures du matin, pour lire. Alors, qu'est-ce qu'on lit? On commence par lire le Zohar. Ce n'est pas vraiment une lecture très facile. Et on cantile pendant des heures des psukim du Zohar. Dans d'autres synagogues, on va plutôt lire une page de Talmud et le rabbin donne un passage qui a été lu à voix haute et qu'il explique et qu'il commente. Et puis dès qu'il fait jour, évidemment, on prie Shacharit, puis il y a un nouveau cycle de lecture de Mishnah, de Nevi'im et de Tehilim. Et puis après, on part petit déjeuner à la maison et on revient à la synagogue pour lire le Yoreh De'ah. Et tout ça, ça nous mène à 8 heures. À 8 heures, tout le monde part et on va au travail. On travaille et l'après-midi, après le travail, on retourne à la choule. Il y a une nouvelle lecture chantonnée, cantilée du Zohar, ou du Yad Chazaka de Rambam. Pourquoi le Yad Chazaka? Parce que les livres de Rambam règlent toute la vie religieuse des Juifs du Yémen, je vous le rappelle, on en avait déjà parlé. Et pour eux, c'est la référence, le Mishneh Torah et le Yad Chazaka, le Moreh Nevuchim. Tous les livres de Rambam sont la quintessence de la Torah pour les Juifs yéménites. On prie Mincha, on prie Arvit, encore une petite heure pour lire le Ein Yaakov, on rentre à la maison et on va se coucher, dîner et dormir. Ça, c'est la journée, tous les jours, du Juif yéménite jusqu'à la fin du 19e, tout début 20e siècle. Et c'était une tradition depuis des siècles. Tous les jours, tous les jours, tous les jours. Alors évidemment, on peut comprendre qu'à la longue, ils finissent par parler correctement l'ivrite. Alors, au XXe siècle, au début, ça change un petit peu et certains se dispensent de ce rythme quotidien. Par contre, Shabbat et fête, c'est le rythme pour tout le monde et tout le monde suit cette succession de lectures au Beth Knesset. Le Shabbat, tout le monde est présent. Alors, au fait, on est étendu sur les matelas par terre dans la pièce.
tout le monde boit du kisher, ça c'est… Et puis on mange du khat. Alors le khat, vous savez tous ce que c'est. C'est une plante qu'on trouve au Yémen. C'est une drogue douce. C'est un véritable trafic au Yémen jusqu'à aujourd'hui. Le khat, on le mâche à longueur de journée. On vend le khat au marché. C'est une vente tout à fait légale. Et il a une particularité, c'est qu'il réduit le besoin de sommeil. Alors évidemment, avec le rythme que je vous indique, aller à la choule à 2 heures du matin, il vaudrait mieux qu'ils ne soient pas trop fatigués. Donc effectivement, le khat contribue à la réduction de leurs besoins en sommeil. Et le rabbin explique, la synagogue s'anime, on discute bruyamment, et puis il y a des discussions absolument fabuleuses. Notre reporter, entre guillemets, raconte une discussion sur les ustensiles de Pessah. Il y a une cuillère Halavi qui est tombée par erreur dans une soupe Bassari. Alors la question, elle est passionnante, la discussion est extrêmement animée. On contredit même le rabbin. Mais qui c'est qui contredit le rabbin? Eh bien, c'est tout simplement un ouvrier tisserand, quelqu'un d'extrêmement simple dans sa vie quotidienne, mais il connaît beaucoup de choses. Et il trouve que le rabbin, il est vraiment un petit peu trop tolérant. Alors, il discute. Alors, le rabbin, il dit, c'est une très grave question. Donc, il se renseigne sur les dimensions de la marmite, sur le nombre de gouttes de soupe qui sont tombées dans la marmite. C'est compliqué. Et puis après, il va consulter plusieurs livres et il va donner sa réponse, sa décision. Alors, il y a d'autres discussions. Par exemple, un jour, il y a quelqu'un qui pose la question, est-ce qu'on peut allumer la lumière électrique Shabbat avec un commutateur, avec un bouton? Alors, surprise du rabbin, qui ne sait même pas ce que c'est l'électricité, ne connaît pas. Ah, ça c'est ennuyeux, il ne sait pas ce que c'est. Alors, il décide de demander l'opinion du Chacham qui est de passage, donc notre ami Semach. Et il raconte qu'il essaye de leur expliquer comment ça fonctionne l'électricité devant les yeux ahuris de l'Assemblée, qui n'ont jamais vu ça, connaissent que la lampe à pétrole, et il croit même qu'il se moque d'eux. Alors, pour leur prouver qu'il ne se moque pas d'eux, il leur a dit, écoutez, aujourd'hui c'est Shabbat, je ne peux rien faire, demain je vous amènerai une sonnette électrique. Et alors, il leur amène une sonnette électrique et il leur explique ce que c'est. Et alors, le Moré visite, regarde cette sonnette sous toutes les coutures, et puis il dit que je pense que quand nous aurons l'électricité, j'autoriserai qu'on se serve du bouton électrique. Voilà. Donc, c'est comme ça que fonctionne le Yémen. Ne croyez pas, il n'avance pas ça à la légère, cet homme. Même aujourd'hui, autant que je sache, il y a des avis très partagés sur l'utilisation de l'électricité Shabbat. Mais c'est un autre débat, ce n'est pas le lieu ici de parler de ça. Et voilà. Et donc, Shabbat, comme ça, on lit une dizaine de versets, qu'on commente, qu'on discute, et tout se passe dans une très, très bonne ambiance. Alors, ce qui est frappant chez les rabbins yéménites, c'est leur formidable esprit de tolérance. Ils recherchent toujours à être make-il, à faciliter les choses aux gens et pas les rendre plus difficiles. Mais aussi, il y a parfois quelques leçons à recevoir de ces braves gens. Les Juifs sont pieux au Yémen, incontestablement, très sérieux. Ils ne sont pas fanatiques. Et la religion, le Yahadut, c'est une habitude. Elle fait partie complètement de leur vie quotidienne. C'est un besoin tout à fait naturel. Si on les ampute du judaïsme, ils sont désespérés. Ça fait partie de leur être quotidien, permanent, et en aucun cas, le judaïsme ne représente une gêne, pas du tout. Ça fait partie du quotidien et c'est très agréable. Et le Moré cherche toujours à faciliter la vie aux gens. La synagogue est un lieu agréable, on s'y rend avec joie, on a du plaisir à s'y trouver. Si vous voulez, si on compare avec nos synagogues occidentales, notamment celles qui ont été construites en France, en Allemagne au XIXe siècle, elles sont pesantes, elles sont lourdes. En fait, ce sont des cathédrales. Ce sont des cathédrales, c'est des bâtiments imposants, lourds, sévères, et qui donnent évidemment, qui permettent un formidable décorum qui n'existe pas chez les Yéménites. Et nous allons le voir tout de suite. Tout est simple dans la synagogue. C'est une chambre dans une maison, ça nous l'avons vu.
Il n'y a pas de ner tamid, pas de lumière permanente, éternelle, quelques lampes à pétrole qui sont suspendues devant l'Aron HaKodesh. Il n'y a pas de rideau. Parfois, il n'y a même pas d'Aron HaKodesh du tout. À ce moment-là, on met les Sefer Torah dans une niche proprement aménagée et on les pose là-bas. Et quand on fait la lecture de la Torah, on avance un petit pupitre pour pouvoir poser le Sefer dessus pour assurer la lecture de la Torah. Il n'y a pas de cérémonial pour sortir le Sefer Torah. On le cherche, on le pose, point, terminé. Et on commence la lecture. Voilà. Donc, Shabbat matin, on a fait la tfila de Shacharit. C'est le moment de sortir le Sefer Torah. On le pose sur la bima. Il n'y a plus personne à la choule. Elle est vide. Tout le monde est parti, prendre son petit déjeuner. Et donc, la lecture, elle est stoppée. Je signale que, excusez-moi, je fais référence à nos braves juifs d'Alsace. Il était de coutume à Rosh Hashanah, après la première série de Tkiyot, de rentrer à la maison, boire un café avec du Tzemetkuchen, du gâteau à la cannelle, et on revenait après. Pierre Alacha est complètement faux, mais c'était la tradition. C'est une tradition qui a engendré beaucoup de choses, mais c'est une autre histoire que je vous raconterai un jour. Donc voilà, la choule se vide, tout le monde est rentré prendre son petit déjeuner, et très rapidement, tout le monde revient avec son cruchon de quicher qu'on ne lâche pas. Je rappelle, le quicher, ce n'est pas de l'alcool, hein. C'est une décoction de coque de café, et voilà, c'est une espèce de ersatz de café. On s'assoit, on pose son livre sur un petit tabouret, on distribue du quicher aux voisins à la choule, et voilà, celui qui monte au Sefer Torah, qui a une alia, lit lui-même la paracha. Et ce qui est assez intéressant, je crois, si je ne m'abuse, que cette tradition perdure jusqu'à aujourd'hui ici en Israël. Quand on a lu la paracha, un enfant lit le Targum en araméen. Donc, en fait, la lecture de la Torah, elle est double. On lit chaque paracha en hébreu et ensuite la traduction, le Targum, en araméen. La tfila elle-même, elle est sans emphase. On n'a pas de cantor, on n'a pas de grand chazanim, rien de comme ça. Le yéménite se tient devant Dieu et rend des comptes à Dieu, point, terminé, c'est tout. Il y a une chose assez impressionnante, je ne sais pas si ça se fait encore aujourd'hui, pendant la Shemona Esrei, tout le monde s'enveloppe de sa chemla noire, donc cette espèce de grande cape noire, se prosterne à terre et reste à terre jusqu'à la fin de Birkat Kohanim. Alors, ça repose évidemment sur le Talmud, sur ce qu'on faisait aussi au Beth Amikdash, etc. Je ne sais pas s'ils le font encore aujourd'hui, je ne peux pas vous le dire, je ne sais pas. Ce qu'on sait, c'est que de beaux manuscrits du XIIIe, XIVe siècle ont disparu dans les différentes guerres. Évidemment, les guerres sont destructrices, mais il y a beaucoup de manuscrits au début du XXe siècle encore. On a des livres imprimés, mais les Yéménites préfèrent le manuscrit. Et du coup, il y a beaucoup de sofrim au Yémen qui écrivent, mais également les gens rédigent eux-mêmes, recopient eux-mêmes les manuscrits pour eux. Alors, il y a autre chose qui est intéressant, c'est que les Juifs yéménites ne savent rien de leur histoire. Nous avons vu ensemble l'histoire des Juifs du Yémen, d'où ils venaient, etc. Or, ils ne savent rien. Les rabbins, qu'est-ce qu'ils disent? Est-ce que nous avons besoin de penser à ce qui n'est plus? Le présent est si dur, pourquoi réveiller le passé? Alors ça, c'est très, très curieux. En fait, il y a eu 1905, cette catastrophe terrible à Sanaa, et on gomme le passé. On ne veut pas en entendre parler, on ne veut pas entendre parler de l'histoire. On se tourne complètement vers l'avenir, qui est déjà pas terrible et pas très, très rose. Alors nous tâchons d'oublier nos morts et nous célébrons rarement la Haskara, l'anniversaire de deuil. C'est curieux, c'est curieux. Mais voilà, c'est comme ça que fonctionne la communauté yéménite et c'est assez surprenant. Mais ne pas penser au passé difficile est aussi un moyen en tout cas d'apaiser les plaies, de couvrir les difficultés du temps passé. Ce que nous savons, c'est que nous sommes ici depuis le temps de Shlomo Améler, du roi Salomon, puis nous avons été maîtres du pays,
et depuis, c'est les persécutions. Voilà. Alors, je voudrais vous dire la chose suivante avant de continuer. Je viens juste d'aborder l'histoire. Dans tout ce que je vous ai raconté jusque-là sur le rapport de M. Yom Tov Semach, il faut que je précise que c'est un seul point de vue, forcément tendancieux, puisque je n'ai pas de contre-point de vue. Il y a Yom Tov Semach et puis il y a le rapport également de Hapshou qui date de quelques années auparavant. Hapshou, c'était un juif yéménite qui a accompagné un autre explorateur là pour le coup, et qui raconte, mais il raconte à peu près la même chose. Alors, c'est pas très convenable de raconter les choses comme ça, elles ne sont pas une vérité absolue. Et j'en veux pour preuve la chose suivante. J'ai eu il y a 15 jours un coup de fil d'un monsieur de 90 ans qui m'a dit j'ai écouté vos cours sur le Yémen, c'est extrêmement intéressant. Je dois vous dire, j'étais le dernier maître directeur de l'école de l'Alliance israélite à Ispahan. Oh, Ispahan. Il me raconte toute sa vie, etc., etc. Et vous parlez là des Juifs du Yémen et vous parlez de M. Semach. Il me demande de quoi vous parlez. Je dis du rapport de M. Semach sur les Juifs du Yémen. Ah, mais je sais qui était M. Yom Tov Semach, je ne l'ai pas connu personnellement, mais il a fait un rapport sur les Juifs d'Iran. Et je dois vous dire que son rapport était un petit peu exagéré. Il a un peu exagéré la misère des Juifs d'Iran. Ce n'était pas une situation facile. Ce monsieur était 35 ans en Iran. Il sait exactement de quoi il parle. La situation était difficile. Ce n'était pas aussi catastrophique que ce qu'a écrit Semach. J'ai dit oui, mais rendez-vous bien compte que M. Semach a été envoyé par l'Alliance israélite. Il s'identifie à la population qu'il est en train de visiter. Et donc, il accentue un petit peu le coup de crayon. Il rend un rapport un peu plus misérabiliste encore, connaît vraiment la situation pour obtenir un soutien et un accord du comité de direction de l'Alliance israélite à Paris. On dit oui, ça c'est tout à fait vrai. Il a fait la même chose pour l'Iran. Il en a rajouté une couche pour obtenir l'adhésion et le soutien de la commission à Paris. Donc, ce que je vous raconte, c'est vrai, c'est pas faux, c'est parfois peut-être un peu exagéré dans la misère, mais je n'ai aucun élément qui me permette de faire le contrepoids. Et d'ailleurs, pourquoi je vous explique ça après le début de l'histoire? Parce que comme les Juifs yéménites ne veulent pas connaître leur passé, il n'y a rien comme document. Il n'y a rien qui nous permette de savoir exactement, ou avoir en tout cas un contrepoint de vue au point de vue de Yom Tov Semach. Ça, c'est pour bien expliquer que c'est pas bon de travailler sur un seul document, et j'ai pas le choix. En tout cas, en français, je n'ai pas le choix. Peut-être qu'en ivrite, il existe des choses que j'ignore, mais en français, j'ai rien. Donc voilà, c'est pour bien cadrer les choses. Le fait de refuser l'histoire fait que nous n'avons que très peu de documents. Sauf que Semach explique au rabbin que Ezra Sofer, en son temps, a maudit les Juifs yéménites à cause de leur refus de retourner à Yerushalayim. Et c'est pourquoi aucun enfant yéménite ne porte le nom de Ezra. C'est assez amusant. Donc la tradition a été perdue, mais ils ne savent plus pourquoi. L'origine de ce refus d'appeler un enfant Ezra. Et alors, on a quand même des documents sur l'histoire des Juifs du Yémen. Je vous ai raconté l'histoire des Juifs du Yémen, expliquée d'une façon très rationnelle, méthodique, scientifique ou universitaire, si vous voulez, par des historiens. Voilà. Maintenant, il existe des documents yéménites, de vieux grimoires, où ils racontent leur histoire. Et je vais la reprendre pour partie, pas tout, parce qu'une partie, on l'a déjà vue, mais vous allez voir qu'il y a des récits qui sont presque mythologiques par moments, et pour eux, c'est leur histoire. Alors déjà, nous savons que les Juifs sont arrivés au Yémen à la fin du 1er siècle, au maximum au tout début du 2e siècle. Dans les grimoires yéménites, ils sont arrivés au 3e siècle. Moi, je vous ai expliqué ce que nous racontent les historiens,
les Juifs sont arrivés avec des troupes romaines, ils étaient engagés dans les troupes romaines qui ont été envoyées pour conquérir l'Arabie et le Yémen jusqu'à Aden, notamment à cause du passage de la mer Rouge. Ce n'est pas ce que disent les grimoires, les vieux grimoires yéménites. Voilà ce qu'ils racontent. Ils sont arrivés au 2e ou 3e siècle. En fait, il y avait un roi himyarite. Alors, Himyar, le royaume de Himyar, c'est au sud de l'Arabie, au sud de la péninsule arabique, à la frontière du Yémen. Ce roi himyarite s'appelait Toba et il rencontre à Yatrib, c'est l'actuelle Médine, il rencontre des Juifs pendant une expédition dans le Hedjaz. Le Hedjaz, c'est l'ouest de l'Arabie saoudite, toute la bande côtière, l'ouest de l'Arabie saoudite, c'est là qu'il y avait des Juifs. Donc, ils rencontrent des Juifs à Yatrib, ils sont riches, et il y a 2 rabbins, des Bnei Kouraïza, ça on a entendu parler déjà de ces tribus juives, qui convertissent ce roi au judaïsme. Et puis ils rentrent au Yémen avec un certain nombre de Juifs. C'est ce que nous racontent les grimoires yéménites, les vieux grimoires. Et la porte de Sanaa ferme la porte à ce roi qui a abandonné ses dieux. Le Yémen est polythéiste. Nous sommes au IIIe siècle, d'après le récit, l'islam n'existe pas. Ce roi est un traître à ses propres dieux. Alors, il y a des négociations et on accepte de se soumettre à une épreuve inspirée de l'épreuve du prophète Élie avec les prêtres de Baal. Alors, vous voyez qu'on rentre là déjà dans un récit presque un peu mythologique. Alors, quelle est l'épreuve? Il y a dans les environs de Sanaa, il y a une montagne qui fume. En fait, c'est un volcan. Et les rabbins juifs et les prêtres idolâtres doivent se rendre sur la montagne qui fume et revenir, la traverser et revenir. Sauf que les rabbins reviennent et les prêtres idolâtres sont brûlés par le volcan. Alors, quand ils voient ça, la population de Sanaa abandonne ses traditions idolâtres et se convertit massivement au judaïsme. Et on trouve encore aujourd'hui, dans les montagnes assez loin de Sanaa, dans un village qui s'appelle Arous, les tombes des premiers rabbins du Yémen. Voilà. Et puis, là-dessus, toujours dans nos grimoires, vient l'histoire de Dounovas, celle-là je voulais raconter, on va la faire rapidement. Fervent juif, très fanatique, tellement fanatique qu'il prend la population chrétienne de Najran qui refuse de se convertir et il les fait tous brûler vifs. Excusez du peu, il s'agit de 20 000 personnes quand même. Donc on a des mœurs parfois un petit peu violentes. Et puis le roi d'Éthiopie, tout ça nous l'avons vu, veut venger ces chrétiens qui ont été tués par les Juifs. Dounovas fait la guerre, il perd la guerre et il est tué. Il se suicide. Voilà. Et puis, les Perses prennent le pays. Ça, nous l'avons déjà à peu près vu. Je vous le passe rapidement jusqu'à un point tout à l'heure. Au 7e siècle, Mahomet, donc le Yémen est islamisé. Mahomet poursuit les Juifs du Hedjaz, pas mal se réfugient au Yémen. D'autres se convertissent. Et ceux qui ont réussi à rejoindre le Yémen vont augmenter la population juive du Yémen. Après, il y a des guerres sunnites chiites. Je vous fais tout ça rapidement parce que nous l'avons déjà vu au début du cours sur le Yémen. Il y a des contre-coups pour les Juifs, des obligations de se convertir. C'est là que vient la lettre de Rabbam Igeret Temanim, Igeret Teman, qui leur redonne du courage et qui leur explique que la conversion sans intention de se convertir est transitoire et on peut la faire pour sauver sa vie. C'est ce que nous explique Rambam. Et puis, il y a une multitude d'histoires, d'allées, de retours, etc. Je vous passe les détails de tout ça. Arrive un imam vers 1200 qui s'appelle Elmou Betouakel, qui conquiert Sanaa, où les Juifs et les Arabes sont en bonne relation. Ça ne lui convient pas du tout, les Arabes musulmans déjà. Il fait détruire toutes les synagogues et parce qu'il reproche aux Arabes de venir boire du vin dans les maisons des Juifs. Or, le vin est interdit pour les musulmans, vous le savez.
L'histoire continue, il y a des tribus, des petites tribus juives qui sont semi-nomades, certaines acceptent la dichizia. Je passe tout ça très rapidement jusqu'au moment de l'invasion du Yémen par deux peuples différents. D'une part, des Portugais qui viennent des Indes et d'autre part, des Mamelouks qui viennent d'Égypte. Alors, avec ces Mamelouks et avec ces Portugais arrivent également des Juifs. Et les deux se rencontrent, affrontent l'armée de l'imam du Yémen du Sud la principale ville stratégique tombe entre les mains des Mamelouks et des Portugais et elle est détruite. Le quartier juif est anéanti également et des Juifs s'expatrient en Inde avec les Portugais. Et après ces 2 années d'invasion, d'autres Juifs arrivent au Yémen en provenance d'Égypte et également des Juifs européens, figurez-vous, qui commençaient à commercer avec l'Égypte et l'Arabie et qui descendent jusqu'au sud, au Yémen, et qui prennent racine au Yémen. D'autres continueront leur route jusqu'aux Indes. Pendant ce temps, Sanaa passe de main en main. Il y a des cris, il y a la peste, il y a le choléra, il y a plein de choses. À la fin, au 19e, arriveront les Turcs. Tout ça, nous l'avons vu et je ne m'étends pas là-dessus. Ce que je voudrais m'étendre, c'est sur un personnage. Alors, il y a l'histoire de Shabtai, ça c'est au 17e, nous l'avons vu, qui va se terminer par l'expulsion des Juifs vers le désert pendant 1 année. Et puis ensuite, on va les laisser revenir à Sanaa parce que il y a des catastrophes, il y a des inondations, il y a des sauterelles, il y a le choléra. Et les habitants des Yéménites se disent, ça c'est parce qu'on a fait du mal aux Juifs. Donc, on va leur demander de revenir. D'autant plus que comme les Juifs sont partis, on n'a plus d'artisans. On n'a plus de sandales en cuir, on n'a plus de vêtements, on n'a plus de sacs pour mettre sur le dos des chameaux. Il faut absolument qu'ils reviennent. On l'a vu, ça, les Juifs reviendront à Sanaa, mais dans un quartier extérieur à la ville. Voilà. Et puis, il y a quand même encore quelques massacres. Il y a massacre des Juifs. L'imam intervient. L'imam Sulman el-Jemal protège les Juifs après l'histoire de Shabtai, mais quand même, il veut faire un exemple pour que ça ne se reproduise pas. Et il prend le rabbin de la communauté, il le revêt de très beaux vêtements et lui applique des tortures épouvantables en lui disant, voilà, ça c'est votre Messie, recommencez pas une telle histoire. Et à partir de là, la vie des Juifs sera de plus en plus difficile. Ce que je vous ai raconté très très rapidement, là, nous l'avions déjà vu, donc je ne vais pas m'étendre là-dessus. Ce qui m'aurait intéressé, mais vous me donnez encore 10 minutes. Johan, je peux encore avoir 10 minutes? Bon, eh ben, je continue encore un petit peu. Avec plaisir, Georges. Merci beaucoup, monsieur. Voilà, 1670, l'imam El-Mahdi monte sur le trône. Alors, l'imam, je vous rappelle, chaque tribu a son imam, et puis il y a des guerres entre les imams, et il y en a un qui sort du lot, El-Mahdi. C'est un musulman zélé. Le Yémen est une terre sacrée au même titre que le Hejaz en Arabie, et donc on a cette fameuse expulsion vers Mosa. Les Juifs ont enterré leurs livres pour qu'ils ne soient pas détruits avant de partir. Et ça, c'est très important parce qu'ils vont retrouver ces documents 1 an après lorsqu'ils reviendront. Donc, vous savez que plein de Juifs sont morts à l'époque dans cette expulsion dans le désert. Et donc, ils vont revenir et l'imam nomme un nouveau grand rabbin qui s'appelle Moré Yahyeh Halevi. Nous l'avons déjà vu, on a déjà parlé de lui. Il reconstruit la première synagogue de Sanaa et il a un successeur, El-Mahdi, qui s'appelle El-Metouakel. Lui, il n'est pas très sympathique avec les Juifs non plus. Il y a des famines, il y a des problèmes, c'est la faute aux Juifs et on convertit 700 Juifs de Sanaa de force. Ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui encore, enfin aujourd'hui il n'y a plus personne au Yémen, mais disons au XXe siècle,
il y avait des villages reculés dans la montagne d'artisans musulmans, et le village entier, ce sont des musulmans d'origine juive, et ils le savent très bien, qui ont été convertis au XVIIe par cet imam. Ce qui m'intéresse, c'est le monsieur qui vient maintenant. Alors, il y a un imam à Reda. Reda, c'est une ville. Alors, Reda, c'est une ville qui se situe à mi-chemin entre Aden et Sanaa. Reda, c'est là. Vous voyez quelque chose là? Voilà Reda. C'est au sud, c'est ça? C'est là, Okay. entre Sanaa et Aden, à mi-chemin. Il est imam de Reda et, et cet imam va prendre le pouvoir à Sanaa. Alors, cet imam, il a un papa d'abord. Il a un papa et ce papa a engagé un juif qui s'appelle Aaron Aragni HaKohen, qui est venu d'Égypte avec les Mamelouks, juif qui est venu d'une famille extrêmement pauvre. Il a un fils qui grandit avec le fils de l'imam. Les deux grandissent ensemble. Le premier, le papa, là, Aaron Aragni, travaille avec sa femme à la cour de l'imam, au palais de l'imam, à Reda, et il est un peu magicien, il est un petit peu médecin, voilà, bon, il bricole quelque chose, il est dans l'entourage proche de l'imam, tout proche, et donc son fils grandit avec le fils de l'imam. Quand l'imam de Reda décède, son fils monte sur le trône et il nomme son copain d'enfance qui s'appelle Shalom comme son premier conseiller et son premier confident également, quelqu'un d'extrêmement proche, le deuxième personnage de cet imama, qui est donc le bras droit de l'imam. Et c'est ce Shalom qui conseille à l'imam de Reda de conquérir Sanaa. Et la conquête réussit. Shalom est le deuxième personnage de l'État et reçoit le titre de Ousta. Ousta, O-U-S-T-A. Ousta, c'est le maître. C'est le maître après l'imam. Donc vraiment, un personnage extrêmement important, très haut dans la hiérarchie. Et ce Ousta, ce Shalom, en profite pour protéger les Juifs autant que faire se peut. Alors, les Arabes viennent de découvrir l'existence des armes à feu. Nous sommes au 18e. Et Ousta confie aux Juifs l'exclusivité de la fabrication de la poudre à canon ou de la poudre à fusil. Ça rapporte beaucoup d'argent. Donc, première chose, c'est eux qui ont cette exclusivité. D'autre part, ce sont les Juifs qui frappent monnaie. Ils s'enrichissent et évidemment sont un peu plus libres, ils se multiplient et prospèrent. En 1762, il y a un Danois, un voyageur, qui s'appelle Nybourg, qui visite le Yémen et qui témoigne de l'importance et de la puissance des Juifs dans la ville de Sanaa. 1762, vous voyez qu'après la situation va changer. Alors, l'Ousta, Shalom, aurait voulu imposer le rite Shami de Jérusalem à tous les Juifs du Yémen. Ça ne marche pas. Chacun a sa tradition, ils veulent garder leur tradition. Mais il construit à Sanaa une très grande synagogue, qui portera son nom d'ailleurs, et laisse les autres Juifs dans leur synagogue, chacun selon sa tradition. C'est un grand bâtisseur. Il construit dans chaque communauté un Beth Knesset, des bains et des mikvés, des mikvot. À Sanaa, il construit tout un quartier juif, uniquement réservé pour les Juifs. Et alors, très curieusement, je vous ai dit qu'il était venu d'Égypte avec les Mamelouks. Les Juifs du Yémen se disent descendre des soldats qui sont venus à l'époque de Shlomo HaMelech. Ça, c'est peut-être pas tout à fait juste, c'est leur légende. Donc, des descendants de soldats de Shlomo HaMelech, et ils considèrent l'Ousta comme de très basse extraction. Il est vrai que ces gens, ce sont des nobles en haillons, vraiment en haillons.
l'Ousta, il n'est pas du bon niveau. C'est de la basse classe, c'est de la basse. Et quand ce monsieur veut marier son fils, il ne trouve pas une famille yéménite qui accepte de lui confier sa fille. C'est incroyable, parce qu'ils le considèrent d'un rang inférieur à eux-mêmes, alors qu'il est le patron du pays pratiquement. Alors, il est furieux, on peut comprendre. Et du coup, il confisque tous les arbres généalogiques des Juifs du Yémen et les fait brûler, en tout cas des Juifs de Sanaa. Et puis, depuis, dit-on, il n'y a plus de distinction entre les familles. Et je dois vous dire que j'y crois pas beaucoup, parce que nous avons vu que les Juifs yéménites ont une formidable mémoire, puisque lors du recensement, Semar s'est appuyé sur les souvenirs, sur les récits des Juifs de chaque quartier pour avoir les noms du père, de la mère, des enfants, du gendre, etc. Donc, je ne crois pas qu'ils aient oublié l'origine des gens. Mais enfin, l'histoire, elle est belle. Le fait d'avoir brûlé les arbres généalogiques met tous les Juifs du Yémen au même rang. À la fin du XVIIIe siècle, j'ai tout de suite fini, hein, il y a encore un grand chef à Sanaa, un savant, un Talmid Chacham qui s'appelle Moré Yahyé Saleh. Je vous en ai déjà parlé. Même les Arabes lui faisaient confiance et parlaient de lui avec énormément de respect. Et notamment, il disait, les Arabes, il disait, la prière de Moré Yahyé s'en va directement vers Dieu. C'est un proverbe arabe, pas juif. La prière de Moré Yahyé s'en va directement chez Dieu. Donc, vous voyez le respect qui entourait cet homme et qui donc va diriger la communauté pendant un assez long moment. Voilà. Alors, le reste, nous l'avons largement vu au début du cours sur le Yémen, tout le reste de l'histoire. Donc, je ne vais pas vous la raconter encore une fois, ça n'a pas de sens. Les Turcs conquièrent le Yémen en 1871, on arrive à quelque chose de plus proche. Et toute cette histoire des Turcs et de l'imam, etc., nous l'avons vu, y compris la catastrophe donc de 1905. Voilà. Alors, je vais m'arrêter là pour ce soir. Moi, je peux reprendre cette histoire, mais nous l'avons vue il y a quelques semaines, donc je ne voudrais pas la reprendre, ça n'a pas beaucoup de sens. Je m'arrête là pour ce soir. On a encore 2 séances sur le Yémen. Et peut-être j'arriverai à la fin de la 2e séance de vous parler encore des communautés juives des autres pays de la péninsule arabique. C'est assez rapide parce qu'il n'y a pas grand-chose. Ce sont des communautés relativement récentes et modernes. Donc, je ne vais pas m'étendre longuement là-dessus. Il y a quand même une chose que nous avons étudiée il y a très, très longtemps, quand on a fait les débuts de l'islam, c'est l'histoire de l'oasis de Kaïba, parce que ce nom de Kaïba, vous pouvez le lire aujourd'hui encore dans les journaux, et il faut que je vous rappelle absolument ce que ça signifie, parce que ça, c'est déterminant dans la politique contemporaine d'Israël. Et Kaïba, c'est en 630, ce n'est pas d'aujourd'hui. Voilà pour ce soir. Merci beaucoup, Toda Rabba Georges. C'est le moment de prendre la parole, chers amis, et de donner vos avis. Oui, Maxime. Merci. Merci. Bonsoir, Maxime. Avec plaisir. Merci, Georges. Je vous en prie. Super. Alors, moi, j'ai 2 questions, mais un peu hors sujet. Oui. Alors, attends.